Et si on parlait de sport? Une émission produite par Laurent Garnier avec le concours du comité départemental olympique et sportif de Haute-Garonne. 22, v'là l'Occitanie. Bienvenue à toutes et à tous pour cette 62e émission de Et si on parlait de sport, une émission spéciale totalement consacrée aux performances remarquables des athlètes occitans à l'occasion des Jeux Olympiques de Paris 2024. Nous reviendrons bien sûr sur les exploits de Léon Marchand en natation, auteur de 5 médailles dont 4 titres, ainsi que sur les parcours des frères Lebrun, Alexis et Félix en tennis de table, de nos boxeurs Sofiane Oumia et Bilal Benama, d'Antoine Dupont en rugby à 7, de Chirine Boukli en judo et de bien d'autres sportifs d'univers bien différents. Au-delà des médailles, nous aborderons aussi les difficultés et les défaites que certains ont pu rencontrer, une analyse complète des réussites et des défis de nos athlètes qui, pour bon nombre, ont déjà les yeux tournés vers Los Angeles 2028. Et c'est maintenant dans Et si on parlait de sport? Bonjour et merci à nos partenaires qui nous accompagnent toute l'année pour la réalisation de ces émissions, le comité départemental olympique et sportif de Haute-Garonne et de Profession Sport Animation 31, aux partenaires qui nous accompagnent pour ces émissions spéciales Jeux Olympiques et Paralympiques, le magazine Sport Région, l'agence de communication Bel Ombra et Dialogue Sport. Pour nous accompagner dans cette 62e émission, nos consultants spécialistes de sport Brigitte Linder, présidente du comité départemental olympique et sportif de Haute-Garonne, et Bernard Pujol, membre du comité directeur de rugby de Haute-Garonne. Mais avant le coup d'envoi de cette 62e émission, place à l'avant-match et aux principaux résultats sportifs de la semaine. Et si on parlait de sport avant match? Ah oui, et comme il n'y a pas que les Jeux Olympiques, il y a bien sûr d'autres grands résultats sportifs de la semaine. Et on va commencer avec la boxe et les super moyens. Après 10 rounds très spectaculaires, le Français Christian Mbili a battu au point l'Ukrainien Serguy Derevianchenko au Québec, au Canada. Le Français a fait un pas de plus vers le championnat du monde. Alors on va passer à l'équitation, Pauline, parce qu'il y a eu un championnat d'Europe, figure-toi, de horseball, et notre équipe de France U21 qui a décroché le sacre continental à ces championnats d'Europe de horseball qui avaient lieu à Ponte de Lima. Passons au tennis avec le tournoi ATP 1000 de Cincinnati où Gaël Monfils s'est offert une victoire de prestige face à Carlos Alcaraz, numéro 3 mondial au deuxième tour du tournoi de Cincinnati, obligé d'enchaîner quelques heures après à cause d'une météo récalcitrante face au Danois Holger Rune. Le Français a fini par céder 3-6, 6-3, 6-4 en huitième de finale. On passe au cyclisme avec un Tour de France à suspense, Tour de France féminin. On s'est régalé sur cette dernière étape et avant toute chose, on va noter quand même la victoire de Cédrine Kerbael qui est devenue la première Française à remporter une étape du Tour féminin depuis la renaissance de l'épreuve en 2022. Lors de cette 6e étape de 159,2 km de Remiron à Morteau, elle s'est imposée en solitaire et elle est montée sur le podium du classement général à la seconde place. Par contre, pour la victoire finale, avec un suspense extraordinaire, c'est la Polonaise Katarzyna Niewiadoma qui a remporté le Tour de France Femmes après une 8e étape incroyable entre le Grand Bornand et l'Alpe d'Huez. Elle a sauvé son maillot jaune pour 4 secondes devant la Hollandaise Demi Vollering et Evita Music, qui est première française, termine au pied du podium, 4e à 1 minute 21, alors que Cédrine Kerbael termine 6e simplement à 2 minutes 51 secondes. Il y avait aussi pour les hommes le Tour de Pologne et c'est le Danois Jonas Vingegaard qui a conquis pour la première fois de sa carrière le Tour de Pologne, un mois après sa 2e place sur le Tour de France. Et le Tour d'Espagne qui est lancé aussi, la Vuelta comme on le dit, le Belge Wout van Aert qui sort gagnant de cette 2e étape en endossant le maillot rouge de leader grâce aux 6 secondes de bonification obtenues au sprint. Quelques mots de basket avec l'Euro U16, les Bleuets en or après avoir maîtrisé l'Espagne tenante du titre 82-70 en finale de l'Euro des moins de 16 ans. Alors, en football, lancement donc de notre première journée de Ligue 1. Montpellier et Strasbourg se sont neutralisés un partout à l'occasion de la première journée. Et la rencontre Toulouse-Nantes, elle, s'est soldée par un match nul 0-0. La faute notamment aux gardiens des deux équipes, Guillaume Rest et Alban Lafont, qui ont tout repoussé. Passons au rugby à 7 avec l'Inextenso Super 7 à Mont-de-Marsan. L'Union Bordeaux-Bègles 7, vainqueur de l'étape de Mont-de-Marsan. Il s'impose largement en finale, 26-0 face au Racing 92. Et du 7, on passe au rugby à 13 avec cette 22e journée Super League à Leyland Road à Leeds en Angleterre. Les Dragons catalans ont été battus 36-4 par le leader Hull KR dimanche. C'est la plus lourde défaite de la saison des Dragons. Et pour conclure ces résultats de la semaine, passons à la MotoGP avec le Grand Prix d'Autriche où le double champion du monde en titre Francesco Bagnaia sur Ducati a remporté le Grand Prix devant Jorge Martin. L'Italien passe en tête au classement général. Il signe sa 35e victoire en carrière. Et voici pour les principaux résultats de la semaine. Sans plus attendre, place à la première mi-temps
mi-temps de cette émission Et si on parlait de sport en compagnie de nos consultants. Et si on parlait de sport, première mi-temps. Et retour dans l'émission Et si on parlait de sport avec nos consultants spécialistes de sport et le plaisir d'avoir avec nous Brigitte Linder qui est présidente du comité départemental olympique et sportif de Haute-Garonne ainsi que Bernard Pujol qui lui est membre du comité directeur de rugby de Haute-Garonne mais il est aussi vice-président du comité départemental olympique et sportif de Haute-Garonne. Merci à tous les deux d'être présents. Délégué. Vice-président délégué. Voilà, correction de Madame la Présidente. Donc c'est bien noté, Bernard. T'es habillé pour la mi-temps. Alors, si l'Occitanie était un pays à la fin des Jeux Olympiques de Paris, eh bien elle se classerait à la 13e place du tableau des médailles entre le Canada, qui a 9 médailles d'or, 7 médailles d'argent et 11 médailles de bronze, et l'Ouzbékistan, qui a 8 médailles d'or, 2 d'argent et 3 de bronze, avec un total de 21 médailles. 8 d'or, 8 d'argent et 6 de bronze. Grâce notamment aux performances du Toulousain Léon Marchand qui a gagné 4 titres plus une médaille de bronze, de l'équipe de France de rugby dont notre Antoine Dupont de Haute-Garonne et Paulin Riva du Gers pour ne citer que, de la gardoise Chirine Boucli qui est médaille d'or par équipe et bronze en individuel, des volleyeurs Nicolas Le Golf et Jean Patry ainsi que du Tarnais Benjamin Thomas en cyclisme dans l'Omnium. La région a été un important contributeur de médailles. Voilà ce que l'on vous propose dans cette émission spéciale Jeux Olympiques Paris. Revenir sur les médailles gagnées dans l'Occitanie et aussi dans la Haute-Garonne. Pour ce faire, on va vous citer déjà, vous rappeler qui sont nos médaillés de l'Occitanie avec les premières 8 médailles d'or, Pauline. Oui, on va commencer avec le rugby à 7 où Antoine Dupont et Nelson Épée du Stade Toulousain, Théo Fornet, Jean-Pascal Barak, Jefferson Lee Joseph de Perpignan, Antoine Zegdar de Castres et Paulin Riva qui est né à Auch ont tous fait partie de cette équipe de rugby à 7. Alors, le samedi 27 juillet, lors du 3e jour de compétition, l'équipe de France olympique de rugby à 7 a triomphé des Fidji, double champion olympique en titre, pour s'emparer de la médaille d'or, avec une victoire éclatante de, je le rappelle, 28-7, largement construite en seconde période grâce à un Antoine Dupont en grande forme. La France remporte son premier titre olympique dans cette discipline dominée par les Fidji depuis son introduction aux Jeux de Rio en 2016. Il faut savoir que c'est la première défaite des Fidjiennes dans l'histoire de cette compétition. Après 17 victoires consécutives, les tricolores deviennent ainsi les premiers champions olympiques français des Jeux de Paris 2024. Alors merci, on va changer de ballon, on va passer au volley. Donc c'est au-dessus d'un filet, je rappelle, avec deux personnages de chez nous, Nicolas Le Goff qui est de Montpellier UC et Jean Patry qui lui est né à Montpellier. Aussi impressionnant qu'en demi-finale contre l'Italie, les Bleus ont surclassé la Pologne en finale pour défendre leur titre olympique, une première depuis les années 1980. C'est une performance exceptionnelle qui s'est déroulée dans une ambiance survoltée, ajoutant encore plus de magie à leur victoire. Et on va passer enfin à la natation avec Léon Marchand qui fait partie des Dauphins du TOEC à Toulouse. Il a nagé sur le 400 mètres 4 nages, le 200 mètres papillon, le 200 mètres brasse et le 200 mètres 4 nages. En seulement 1h54, Léon Marchand a marqué l'histoire des Jeux Olympiques le mercredi 31 juillet après une victoire spectaculaire sur le 200 mètres papillon suivie de celle sur le 200 mètres brasse. Le nageur français a non seulement enflammé Paris la Défense Arena, mais aussi conquis le cœur des Français. Il a réalisé 2 succès en une seule soirée de natation, un exploit que même Michael Phelps n'avait jamais accompli auparavant. Déjà sacré 2 jours plus tôt sur le 400 mètres 4 nages, le champion de 22 ans a ajouté 2 autres médailles à sa collection, l'or sur le 200 mètres 4 nages et le bronze en relais et 4 fois 100 mètres 4 nages. Alors qu'est-ce qu'on retient, messieurs les correspondants, de ces victoires, de ces médailles d'or impressionnant. Alors bien sûr, se dégage la star de ces Jeux Olympiques et qui est chez nous, Brigitte. Ah oui, alors là on peut dire qu'on a beaucoup de chance d'avoir Léon Marchand chez nous. Alors moi ce qui m'a impressionné, puisque bon, je n'étais pas sur place, j'ai été après au JO, mais c'est cette coulée. Il a une coulée extraordinaire et on le voit très bien parce qu'il y a des moments où c'était juste, on se disait comment va-t-il faire, et finalement on le voyait sous l'eau, cette coulée magnifique qui a fait que je pense qu'il a eu cette victoire qu'il mérite vraiment. Brigitte, il faut savoir que ces coulées-là ont été travaillées par Nicolas Castel qui est l'entraîneur ici à Toulouse. Tout à fait, d'ailleurs il l'a mis en avant. Il a travaillé avec lui et ces coulées-là viennent du travail qu'ils ont fait ensemble. Ouais, effectivement, il y a Nicolas Castel, donc il l'a bien mis en avant, il a raison. Ce que j'ai beaucoup apprécié dans ce garçon, c'est sa simplicité et surtout il n'oublie pas
d'où il vient et qui l'a entraîné. Ça, c'est important. Et nous avions reçu Nicolas Castel qui, lui, nous a promis de revenir autour de cette table pour faire un petit débrief dans quelques temps. Qu'est-ce que tu as aimé, toi, Bernard, sur ces médailles d'or? Bien sûr, évidemment, on sent qu'il y a le côté un peu rubistique, mais au-delà de ça. Mais déjà, il faut saluer l'Occitanie, cette région sportive qui est très importante en France, en Europe et puis sur le socle du monde. On a la chance d'être très exposé, d'avoir une tradition avec des crêpes, revisiter des clubs qui fonctionnent bien, des comités départementaux, Madame la Présidente, qui sont bien là, proches des clubs et qui dynamisent. On a les collectivités aussi qui travaillent bien, on travaille bien ensemble. Il faut le souligner. Donc, moi, comme je le disais, j'ai plein de lumière encore et pour rester sur l'Occitanie, on a surfé au plus haut, on a monté encore le niveau de la barre, le niveau d'eau. Alors sur le roi Léon, si je puis me permettre, par rapport à ses prédécesseurs. Pas le roi Lion, le roi Léon. Non, Léon, et pas celui les enfants, ils vont se confondre. Lion, Bernard, attention, je précise quand même. Je ne me perdrai pas, il me grifferait. Donc, c'est vrai que c'est pas le mastodonte des Spies, des Pels, des Tornes qui battaient l'eau comme des moteurs. J'ai entendu dire qu'il allait aussi vite sous l'eau que dans l'air. Alors, c'est quand même une projection et c'est vraiment un très très grand champion. Il faut le saluer. On a la chance d'avoir chez nous, donc c'est bien qu'il faille le faire un petit clin d'œil. Je rajouterai un petit clin d'œil quand même sur l'exploit du volleyball. On a 2 jeunes qui étaient dans l'équipe quand même, qui sont de Montpellier, mais gagné 2 fois le titre de champion olympique. Bravo messieurs, bravo à l'équipe de volleyball. Ça a été très chaud. Hein. Ça a été très chaud, mais extraordinaire. Bravo à eux. On s'est régalé. On va passer aux médailles d'argent, Pauline. Oui, on va commencer avec le tir à l'arc où Jean-Charles Valadon et Baptiste Hadis, tous les 2 membres de l'Arc Club de Nîmes, sur l'esplanade des Invalides, les Français ont affronté un véritable mur. Il s'agit de la Corée du Sud, double championne olympique en titre et meilleure équipe du monde. Malgré leurs efforts, l'équipe de France n'a pas pu résister à la précision des archers sud-coréens qui se sont imposés 5-7-1. Les Français décrochent néanmoins une belle médaille d'argent. Et on revient encore à la natation avec une nageuse un petit peu qui a une belle histoire, qui est médaille d'argent, Anastasia Kirpichkinova sur 1500 mètres, qui est licenciée au club de Montpellier. Elle a remporté la médaille d'argent sur 1500 mètres libre lors de ces JO. Derrière la fameuse américaine Cathy Ledecky, qui est avec son 8e titre devient la deuxième femme la plus titrée de l'histoire des Jeux. Elle a été naturalisée, cette jeune femme, l'an dernier, après avoir représenté la Russie, française de 24 ans, qui a terminé cette course en 15 minutes 40 secondes et 35 centièmes, qui a amélioré son record personnel de 8 secondes. Et on va désormais passer à la boxe avec 2 boxeurs occitans. Sofiane Oumia, de la catégorie des moins de 63,5 kg, qui vient de Toulouse. En finale des moins de 63,5 kg, comme je viens de le dire, le boxeur français Sofiane Oumia s'est incliné à la décision partagée face au Cubain Erislandi Alvarez-Borges. Sofiane décroche ainsi une 2e médaille d'argent après celle remportée à Rio en 2016. Il y a aussi Bilal Benama dans la catégorie des moins de 51 kg, qui vient du Boxing Club de Blagnac. En finale, le boxeur français Bilal Benama a été battu par l'Ouzbek Azanboy Duzmatov dans le cadre prestigieux du stade Roland-Garros. Malgré cette défaite, il décroche une précieuse médaille d'argent. Et de la boxe, on passe au football avec un très beau résultat de l'équipe de France. On briguait la médaille d'or, mais ils ont fait une belle médaille d'argent avec dans cette équipe un gardien de but gardien du TFC Toulouse, Guillaume Rest, qui a vraiment fait une performance extraordinaire pendant toute cette compétition. Il y avait aussi avec lui Joris Chotard, qui est de Montpellier Hérault. Sous la direction de Thierry Henry, cette équipe de France a affronté l'Espagne en finale et s'est inclinée avec les honneurs sur le score de 3-5. Les Bleus ainsi remportent la médaille d'argent, le 2e dans l'histoire du football olympique français après le titre en 1984. Il y a aussi le breakdance qui faisait son entrée dans ces Jeux de Paris 2024 avec Danny Dan, qui est actuellement sur Perpignan. Pour la première apparition du breaking aux Jeux Olympiques, B-Boy Danny Dan a décroché la médaille d'argent. Sur la place de la Concorde, les 16 meilleurs breakers du monde se sont retrouvés pour des battles spectaculaires et Danny Dan a brillamment représenté sa discipline, inscrivant son nom en haut du palmarès olympique. Et que dire, Pauline, du basketball avec cette équipe de France féminine qui jusqu'au bout nous a fait vibrer. Dans cette équipe, il y avait 2 représentantes de l'Occitanie, Romane Berniès qui est de Lette Montpellier et Leïla Lacan qui est née à Honnête-le-Château dans l'Aveyron. Des Françaises qui ont failli réussir un exploit en privant les Américaines d'un 8e titre consécutif. Elles ont tout essayé jusqu'au dernier point. Le tournoi des Bleus a été remarquable, mais elles se sont inclinées de justesse dans ce qui aurait pu être un des plus grands exploits du sport tricolore.
tricolore. On va noter que Romane Bernier a disputé ses premiers Jeux olympiques. C'était la mission de la deuxième joueuse la plus âgée de l'équipe, a surtout été d'imprimer une grosse pression défensive en qualité de premier rideau, ce qu'elle a plutôt très bien fait. Et Leïla Lacan, qui est une toute jeune dans la hiérarchie des meneuses de jeu, elle semble passer derrière Marine Fautou. Cette Marine Fautou, c'est celle qui a fait un tir de folie du milieu du terrain, je rappelle, et elle est moins expérimentée en équipe de France, mais elle a progressivement trouvé sa place offensivement, tenté des tirs et s'est montrée propre dans sa distribution. Elle s'est révélée en pitbull en défensif et elle a même déjoué les meneuses adverses chevronnées, un élément crucial de ces demi-finales contre la Belgique et qui n'a pas manqué son rendez-vous au sommet face aux USA. Et on va enfin passer à la dernière médaille d'argent de ces athlètes occitans avec le cyclisme VTT et Victor Koretsky qui vient du vélo sprint narbonnais pour sa 3e participation aux Jeux Olympiques après une 10e place à Rio et une 5e place à Tokyo. Le VTTiste Héroté qui fêtera bientôt ses 30 ans a décroché sa première médaille olympique en argent à Paris, acclamé par sa famille et soutenu tout au long du parcours par le public. Il a été battu de justesse par le Britannique Tom Pidcock, mais décroche néanmoins une belle médaille d'argent. Qu'est-ce que ça vous inspire ces médailles de bronze? Donc localement, d'argent, pardon, oui, on passe à la bronze après, tu as raison Brigitte. Allons. Victor, donc moi je note qu'on est passé très très près d'un doublé en VTT. Il faut quand même le noter que la Française Pauline Ferrand, pas Pauline Gaston-Conduite, mais Prévost a gagné la médaille d'or et ça s'est joué à très peu de choses. Si vous avez regardé cette compétition, sur la fin, il y a une petite accrochage et l'anglais est passé devant. Qu'est-ce que ça vous inspire, vous, sur les autres médailles? Alors moi, ce qui m'a inspiré, c'est bien sûr au niveau de la natation, Anastasia, qui quand même, quand je l'ai vu partir, bon, j'avoue franchement, je me suis dit, bon, on va voir. Mais quel exploit! En plus, elle, comme tu le disais, elle a été naturalisée, mais c'est pas le fait tellement de la naturalisation, c'est son histoire. Je pense qu'elle a eu une histoire aussi très compliquée. Et ces athlètes qui arrivent à dominer un petit peu tout cela pour porter haut et fort les couleurs de la France, je trouve ça extraordinaire. Et la reconnaissance qu'elle a par rapport à la France. Elle a su le dire. Et ça, je crois que c'est extraordinaire. Et en plus, j'aimerais bien parler russe comme elle parle français. C'est une belle histoire. Elle a en plus de ça été quand même derrière la numéro 1 mondiale. Mais bien sûr. C'est une performance. Mais il fallait voir ça. C'est quand même extraordinaire. Alors le deuxième, mais je laisserai à mon cher ami de parler de Sofiane. Mais c'est vrai que moi, je suis pleine d'admiration pour lui. Il mérite sa médaille. Et ça a été extraordinaire. Et puis, notre fameux... Alors, je ne sais jamais si on dit Bilal ou Biyal. Bilal. Voilà, Bilal Benama. Vous rappelez-vous qu'on l'a reçu? Tout à fait. On l'avait reçu et il était accompagné ce jour-là d'un jeune qui se nomme Pauline, je ne me rappelle plus. J'ai pas Maxime Marquet. Voilà, qui nous a dit, et ça a été extraordinaire, je me rappelle l'émotion dans l'émission lorsqu'il a dit, si je suis là et si je me suis mise à la discipline, c'est grâce à Bilal. Il me coach, il m'accompagne. Et je crois que ce jeune a fait a eu des titres au niveau national. Championnat de France. Championnat de France. Tout à fait. Grâce à Bilal. Donc c'est tout ce côté, non seulement ce sont des athlètes à haute performance qui sont extraordinaires, à qui on peut tirer notre chapeau, mais aussi l'humain. Oui, Brigitte, moi ce que je retiens, et tu l'as dit, c'est l'histoire de ces jeux et les parcours de vie. Absolument. On a vu un judo, je ne répéterai pas son nom, il m'en excusera, je ne m'en rappelle pas, mais c'est pas une injure. Ces jeux ont vraiment été une nouvelle ère, ça a été dit. Tout à fait. Et c'est vrai qu'on s'en rend compte. Les histoires, les parcours de vie, l'intégration des personnes et qui amènent effectivement toute cette espérance, et toujours au travers du sport. Et on en revient, ça a été très très fort. Donc c'est vrai que j'ai une sympathie et une proximité avec Sofiane, puisque bon, il a joué au rugby, j'ai eu le plaisir de l'accompagner, de l'entraîner. Il faisait les deux. Et leur parcours de boxeur et de tout ce qu'ils entraînent derrière, au niveau des salles, de l'éducatif, c'est énorme et c'est à souligner. Et les médailles sont au niveau de cette beauté et de ces performances. Bon, on va désormais passer aux 6 médailles de bronze qu'on a eues ici en Occitanie, à commencer par le judo avec Chirine Boukli dans la catégorie des moins de 48 kilos, qui est née à Ramon dans le Gard. Alors, Chirine Boukli a réalisé une performance remarquable en obtenant la première médaille française en judo aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Après une défaite en quart de finale contre la japonaise Tsunoda, elle s'est ressaisie pour décrocher la médaille de bronze en battant l'espagnole
Martinez à Belanda. Alors, on avait aussi sur cette belle piste qui se trouvait sur la place de la Concorde le BMX freestyle, on va dire pour parler anglais, avec Anthony Jean-Jean qui est du club de Sérignan Passion BMX Arnero, ce cycliste qui a remporté finalement la médaille de bronze alors qu'il visait l'or. Souvenez-vous, cette chute dans le premier run, malheureusement pour lui, et alors qu'il a fait un deuxième run extraordinaire. Et comme c'est encore un sport de notes, voilà, on peut encore discuter, il manque pas grand-chose, voilà. Mais je pense qu'il fallait souligner la performance dans un cadre fantastique sur cette place de la Concorde. Ils ont très bien travaillé. Puis quelques mots aussi du tennis de table avec l'équipe de France, notamment avec Félix Lebrun, Alexis Lebrun qui font partie du club de Nîmes-Montpellier, et Simon Gauzy qui est né à Toulouse mais qui est licencié en Allemagne. L'équipe de France de tennis de table avec les frères Lebrun et Simon Gauzy a décroché la médaille de bronze après une victoire décisive contre le Japon. En tennis de table, il y a aussi Félix Lebrun qui a seulement 17 ans est devenu médaillé olympique en tennis de table. Le Français a remporté la médaille de bronze après avoir battu le Brésilien Hugo Calderano, l'adversaire qui avait éliminé son frère auparavant. Il devient ainsi le deuxième Français de l'histoire à monter sur un podium individuel en tennis de table, 32 ans après Philippe Gatien. Alors, autre médaille de bronze, mais on va pas continuer parce que Léon Marchand additionne avec cette médaille de bronze au relais 4x100 mètres, 4 nages. Voilà, c'est juste pour citer, mais bon, on a déjà parlé de Léon Marchand. Et pour terminer, il y a l'escrime avec Maxime Pianfetti au sabre, qui fait partie de l'amicale Tarbes d'escrime dans les Hautes-Pyrénées. Après une déception en épreuve individuelle où il a été éliminé dès les 16e de finale, Maxime Pianfetti a su surmonter sa frustration pour se remobiliser en équipe. Il a contribué à la superbe médaille de bronze remportée par les sabreurs français dans la compétition par équipe. Alors, des commentaires sur ces médailles de bronze, donc c'est ce qu'on appelle la 3e place, quoi. Ouais. Alors moi, j'aurais un petit commentaire, c'est effectivement sur la préparation mentale de ces athlètes. On voit un Anthony Jean-Jean qui rate complètement son premier rang et qui nous fait quelque chose d'extraordinaire. Moi, quand j'ai vu qu'il avait la médaille de bronze, je me suis dit, mais c'est pas possible, faut-il avoir une préparation mentale extraordinaire. Et de l'autre côté, on voit notre petit Félix Lebrun, enfin pas si petit que ça, mais qui lui aussi, quand même, avec sa jeunesse, ses 17 ans, est arrivé à dominer tout ce stress, toute cette pression, la pression du public en plus. L'emprise des Chinois en face. Et puis les Chinois, c'est pas n'importe énorme, qui, énorme, voilà. Ouais. Et j'ai trouvé que franchement, on a un bel exemple de vie que pour tous ces athlètes. Et moi, je leur tire mon chapeau parce qu'il faut du mental. Et quelque part, je pense que ça va bien leur servir dans leur parcours. Bon, ils ont encore un parcours sportif, je pense, important. Mais quand ils quitteront le sport, je pense qu'ils seront bien préparés pour entrer dans la vie active et professionnelle. Non. Tu veux relever quelque chose sur sa médaille de bronze? Oui, on va leur laisser le temps parce que l'on constate qu'ils sont jeunes. Tu as raison. Et on peut saluer. Donc Los Angeles nous tend les bras et on s'aperçoit tant en natation qu'en escrime, on bouscule les grandes, les empires, compte tenu du nombre, de la culture, de l'histoire. C'est vrai. Et on est vraiment au top et l'Occitanie n'y laisse pas sa part au chat. C'est remarquable et c'est émotionnel. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Alors, je noterai quand même une chose, parce que c'est un petit peu mon sport aussi de prédilection. En judo, je voudrais quand même qu'on relève un peu la performance de Chirine Boucli, qui a quand même été la première médaille française de ces Jeux. Ça restera dans l'histoire. Je rappelle que dans 100 ans, on ne sera pas forcément là. Non. Si tant est qu'on récupère les Jeux Olympiques, eh bien, elle a marqué l'histoire par cette première médaille française. Ça valait le coup d'être souligné. C'est une médaille de bronze. Elle visait l'or, là aussi. Petit problème, peut-être un peu de mental. Il a manqué le petit quelque chose, mais finalement, elle s'est ressaisie. Voilà. Mais quand même, elle s'est ressaisie. C'est ça. Là aussi, on a quand même une force mentale. Merci pour cette première mi-temps. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de l'émission et la deuxième mi-temps. Mais avant, quelques témoignages sur place à Paris que nous avons recueillis auprès de consultants et de spectateurs. À commencer par l'interview de Luc Chabrol au micro de Laurent Garnier. Bonjour Luc Chabrol. Bonjour Laurent. Luc, tu es, je le rappelle quand même pour nos auditeurs, que tu es membre du Comité national olympique et sportif français. Donc tu as participé activement à tout ce travail de préparation des Jeux olympiques et tu vas nous en dire quelques mots. Et puis deuxième partie, tu es aussi membre de la Fédération française de montagne-escalade dont tu es le trésorier. Complètement. Comment tu as vécu ces Jeux olympiques? Écoute, moi je ne vais pas être très original. Moi je pense qu'aujourd'hui, je fais partie des gens qui disent complète réussite. On a vécu... alors moi j'ai participé que la deuxième semaine, mais et la première par médias interposés, mais pour y avoir été 8 jours complets, c'était vraiment une organisation
organisation parfaite, quoi. Il y avait pas, moi j'ai pas vu de couac nulle part. Il y avait de la fluidité dans les circulations, dans les transports. C'était fluide, une sensation de sécurité partout. Franchement, c'était une belle ambiance festive, bienveillante, à la fois dans les enceintes de sport, mais aussi en dehors, tu vois. Et on a pu se balader sur les fan zones. On s'est baladé. Moi j'étais beaucoup au Club France à la Villette. Mais quelle ambiance, quoi. Franchement, les gens très sympas entre eux. Enfin, vraiment, ça fait du bien. Hein. On sort de ces jeux, tu vois, ça nous donne, c'est du baume au cœur, quoi. Franchement, tout le monde le dit, mais c'est vrai. Hein. On sortait d'un marasme politique un peu compliqué, et peut-être qu'on va y revenir. Malheureusement, on ne sait pas encore. Mais ça a été vraiment la parenthèse enchantée, quoi. Ouais, c'est ça. Complètement. Ouais. Moi, je crois aussi que vous avez donné du plaisir à beaucoup de gens. Enfin, tout autour de moi, tous les retours qu'on a eus sont dans le même sens. Ouais. Alors vraiment, c'était chouette. Ouais, beaucoup de monde, et puis en même temps, tu vois, beaucoup de monde sur les sites de compétition, mais dès que tu sortais des sites, que tu rentrais un peu dans Paris, c'était Paris au mois d'août, c'était un Paris calme, c'était un Paris tranquille, où il faisait beau, enfin voilà, on passait des soirées, on pouvait passer une soirée en terrasse vraiment très tranquillement, à quelques centaines de mètres de l'effervescence des jeux. C'est incroyable. Non, c'était chouette. Très chouette. Alors ça, c'est la partie on a vraiment ressenti tout ça. Moi, j'ai envie de titiller maintenant la partie sportive que tu es quand même, puisque responsable dans cette fédération. Comment alors le site était sublime, hein, ces murs installés et tout, superbe. Alors maintenant, un peu plus sur les performances, les résultats, attentes, déceptions de nos grimpeurs, on va dire, garçons et filles. Bien sûr. Qu'est-ce que tu veux, je peux pas. Bien sûr, on est un peu déçus. Bien sûr, on espérait secrètement qu'on puisse, comme on dit, monter sur la boîte. On espérait, on se disait qu'une 3e place c'était possible, notamment en combiné, à la fois chez les garçons comme chez les filles. On s'était dit que c'était possible. On savait que devant il y avait, il y avait 2-3 athlètes, il y avait 2-3 machines sur lesquelles il fallait compter. On savait que ce serait très très compliqué parce qu'ils sont très très forts. Hein. Les podiums aujourd'hui, d'ailleurs, ils sont sans surprise, quoi, finalement. Hein. Les 2 podiums filles et garçons du combiné sont sans surprise. Mais on se disait que quelqu'un comme Oriane, comme Sam, ou comme Paul, même Zélia, on pensait que en faisant vraiment une grosse performance sur, tu sais, il y a 2 activités, il y a le bloc et la difficulté. En faisant une grosse performance, typiquement Oriane, on savait que sur le bloc, elle pouvait sortir numéro 1 ou 2, et à partir de là, tu ouvres la porte à un podium. Ça a été le cas en demi, et puis en finale, tu vois, elle est sortie quand même 4e. Donc 4e, tu te dis, 4e, même les grandes championnes qui étaient devant elles sont pas à l'abri d'une méforme ce jour-là, sont pas à l'abri d'une zipette, ce qu'on appelle, hein, et du coup, on se disait que c'était possible. Et on espérait, et puis le miracle n'a pas eu lieu, les championnes sont devant, comme chez les garçons, ont fait des performances incroyables, et sont restés sur le podium. Les nôtres sont un peu en retrait. Bon, après, ça c'est à chaud, si tu veux, t'as un petit peu de déception à chaud, c'est normal. Mais après, en froid, quand tu regardes, quand tu analyses un peu les trucs, et on a commencé bien sûr à débriefer avec les coachs et l'ensemble de la DTN, on se dit que nos jeunes, ils sont vraiment encore très jeunes. Ils sont à la fois jeunes dans l'âge, mais aussi jeunes dans l'expérience des grands rendez-vous internationaux. Les jeux à la maison, c'est quelque chose qui sont incroyables en termes de pression. On a vu nos gamins qui étaient vraiment très très en stress, quoi. Tu vois, malgré qu'on a fait beaucoup de choses, on les a accompagnés, je pense que les coachs ont fait un super boulot là-dessus. Il y a pas débat. Malgré tout ça, tu vois, les jeunes, ils ont pris la pression, je pense, de façon très forte sur leurs épaules, et ça fait que au final, tu vois, on n'est pas sur le podium. Même on rentre en finale, hein. On est présent dans 3 finales sur 4 possibles, donc c'est pas si mal, mais on n'est pas là. Donc écoute, c'est pas gravissime. C'est pas, je veux dire, c'est des jeunes, encore une fois, qui seront, nous on n'a pas de doute, à Los Angeles ils seront là, et ils seront là bien avant sur les podiums de Coupe du Monde. Ils enchaînent très rapidement la semaine prochaine avec les championnats d'Europe, et après les Coupes du Monde vont arriver. Enfin c'est des jeunes que l'on reverra et que l'on va voir sur de nombreux podiums. J'ai pas trop de doute là-dessus. Merci pour cette petite intervention. On va en profiter justement pour diffuser tout ça auprès de nos auditeurs. C'est sympa d'avoir pu prendre un peu de temps pour nous répondre. Merci beaucoup, Luc, et puis un grand merci un peu de la part de tout le monde, parce que à travers toi, on remercie un peu tous ces gens qui ont bossé dans l'ombre, mais qui ont fait un super boulot. En tout cas, nous on en a pris plein les yeux, et on a hâte d'être à Los Angeles.
À bientôt, Laurent. Merci beaucoup, Luc. À bientôt. Maintenant, nous allons retrouver Xavier Noguera, qui est l'entraîneur de l'équipe féminine de Toulouse Métropole Basket, qui va nous parler un petit peu de ces Jeux Olympiques. Bonjour, Xavier Noguera. En tant que sportif, tu as vécu, comme nous, un événement extraordinaire avec ces Jeux Olympiques. Et alors, comment tu as, toi, reçu et perçu plutôt ces Jeux Olympiques? Écoute, je pense qu'on a vécu des Jeux Olympiques extraordinaires, je vais dire, dans les différentes émotions que les filles nous ont procurées. C'était vraiment un moment de partage, je pense, qui était vraiment extraordinaire à vivre, et en plus en famille, on va dire, pendant les vacances. Ouais, je pense que tout le monde a un peu vécu ça. Alors justement, toi, spécialiste, je rappelle, entraîneur de l'équipe première du TMB de basket féminin, comment tu as vu, toi, comment tu as vécu, comment tu interprètes ces différentes compétitions, garçons-filles pour le basket 5-5, et puis un regard que tu as aussi peut-être à nous proposer sur le 3-3. Bon, déjà, je pense que c'était un vrai moment de partage entre tous les pays. On a beaucoup de bienveillance, en tout cas, dans les gradins, et je veux dire de partage entre les différentes cultures et nations. Donc ça, c'était vraiment très agréable à voir, parce que ça avait l'air d'être une vraie belle ambiance. Après, sur le basket, on a vécu des JO, on va dire, très intenses en émotion, avec des résultats qu'on n'attendait pas forcément sur certaines disciplines comme le 3-3 en garçon. On attendait plutôt les filles, et les filles n'ont pas répondu, je vais dire, à l'importance des JO, on va dire. Ça a été très compliqué à gérer pour elles, même si elles ont perdu beaucoup de matchs, très très peu de points. Ça n'a pas basculé dans leur sens, et les garçons qui n'étaient pas du tout attendus à ce niveau-là nous ont fourni des JO exceptionnels, portés par la foule. Ils se sont transcendés, on va dire. Alors, ça, c'est pour le 3-3. Qu'est-ce qui explique à l'inverse le rien du tout? Enfin, on s'attendait vraiment à quelque chose au niveau des filles qui, avant les Jeux, étaient plutôt dans de bonnes dispositions. Quoi, ça s'est écroulé d'un seul coup? Il y a une petite explication à donner? L'explication, vous savez, c'est très particulier, quoi. Les entames de compétition sont très importantes. Aller chercher de la confiance sur ces premiers matchs. Ces premiers matchs ont été très difficiles pour les filles. Elles les ont perdus sur de très très peu, d'un petit point, sur les dernières secondes, donc qui sont très impactants. Voilà, les entames dans la compétition étaient vraiment importantes, et elles se sont retrouvées dos au mur très rapidement, et voilà, et la confiance s'est inversée, le doute s'est installé. Elles n'ont pas réussi à passer à l'étape supérieure, et c'est très dommageable parce qu'elles se sont préparées toute l'année pour ça. Alors à l'inverse, on a vécu des émotions, tu le disais, avec les deux autres équipes, et notamment en finale, toi qui suis les filles, ça a été un finish extraordinaire avec ce dernier panier pour quelques centimètres qui va faire parler pendant des années, des décennies. Et c'était beau, c'était l'enthousiasme. On a tous regardé ça, comme tu dis, en famille, mais on y a cru jusqu'au bout. Ah oui, alors un garçon et une fille, deux finales olympiques sur le basket, un sport co, c'est exceptionnel, c'est historique. On a vu une fille, en plus, qu'on pouvait vraiment y croire. Il y avait la place de créer quelque chose, de faire cet exploit-là. On a perdu des ballons, on va dire, et loupé des paniers faciles sur des moments clés. Donc c'est vraiment dommage. Après, il y a ce panier à 3 points de Gabby Williams, où elle bord la ligne. Mais bon, déjà, elle le marque. C'était exceptionnel de le marquer. Après, on aurait dû se mettre, et on aurait eu besoin de mieux gérer ces fins de match. Voilà, mais bon, c'est comme ça. Maintenant, il faut construire autour de ça, parce qu'on était loin, je pense, il y a quelques années d'arriver à ça là. Maintenant, les filles prennent conscience aussi qu'elles peuvent rivaliser avec les plus grandes nations et les regarder les yeux dans les yeux. Donc, c'est ça qu'il faut arriver à retenir, à positiver, à travailler dessus. Alors toi, ça va peut-être aussi donner des vocations à des jeunes filles sur Toulouse, pour rejoindre peut-être les clubs, ou les différentes sections du club, parce que il y avait un vrai enthousiasme. Peut-être qu'il y a des filles qui vont se dire c'est le moment à nous d'essayer d'aller jouer. Los Angeles, c'est dans 4 ans. Ouais, après Los Angeles, c'est dans 4 ans. Ça va arriver très très vite. On espère bien sûr que ça va amener un nouvel élan pour tous les clubs, aussi d'amener des licenciés. Faut surfer, je vais dire, sur ces résultats-là. Et après, j'espère aussi que les filles du centre de formation et les jeunes qu'on a intégrés sur professionnels vont commencer à
pouvoir aller toucher des doigts ces équipes-là. On a une jeune fille qui a été championne d'Europe U20, donc on espère que ces filles-là vont essayer d'aller défendre leur chance aussi. Eh bien écoute, on en parlera, on va te suivre bien sûr tout au long de l'année. C'est un grand plaisir et merci à toi de nous donner un petit peu de ton temps pour qu'on puisse aussi nous parler de basket sur l'antenne des Si on parlait de sport. Un très grand merci, bon début de saison et puis on se dit à très bientôt. Merci de l'accueil et à bientôt. À bientôt, merci beaucoup. À bientôt, au revoir. Et maintenant, c'est un témoignage de Pierre Delachesserie qui est passionné de sport, ancien militaire issu de la filière sportive de l'école interarmée des sports de Fontainebleau, aujourd'hui appelé le Centre national des sports de la défense. Bonjour Pierre. Bonjour, effectivement, j'ai tout à fait ça depuis l'âge de 10 ans et je suis effectivement ancien militaire rattaché au monde du sport pendant de très très longues années, athlétisme, triathlon, trek et autres activités très diverses. Alors donc, inévitablement, j'imagine que toute cette carrière vous pousse à suivre les Jeux Olympiques et là, j'avais envie de vous demander, comme vous avez suivi ces Jeux, comment vous avez trouvé ces Jeux Olympiques de Paris 2024 ? Depuis 1972, j'ai suivi quasiment tous les Jeux Olympiques, de façon plus ou moins importante, mais je suis vraiment un amoureux du sport et par rapport à cela, j'ai trouvé un point vraiment que je mets en exergue, c'est l'ambiance, quels que soient les endroits, de tout le public français. Extraordinaire. Les Jeux Olympiques ont été un trait d'union pour moi, extraordinaire pour tous les sportifs et supporters sportifs de notre nation française. C'est le point le plus remarquable que j'ai pu enregistrer. Le deuxième, c'est tout simplement cette passion, alors qu'on est une nation dont la partie éducation sportive n'est pas la meilleure, où les athlètes de haut niveau se sont battus comme des lions, et j'ai trouvé ça vraiment formidable. Alors justement, on parle d'athlètes, et c'est tout de suite l'objet de cette interview, c'est comment vous qui aimez l'athlétisme, comment vous avez ressenti cette prestation globale de notre équipe de France d'athlétisme ? Alors je suis très ennuyé parce que depuis des années, on voit que le système éducatif concernant le sport en France et les sports, je dirais, de base comme l'athlétisme, sont délaissés et le résultat global de notre équipe de France est bien le reflet de ce manque d'éducation sportive qu'il y a depuis, alors pas depuis 4 ans, pas depuis 8 ans, mais on va dire une quarantaine d'années où il n'y a plus réellement de recherche en profondeur, de talent dans le domaine. C'est des petits à-coups, notamment parmi nos Français des dom-tom, mais en dehors de cela, dans l'hexagone français, il n'y a vraiment plus grand chose concernant l'athlétisme. Alors, félicitations à ceux qui malgré tout rentrent en finale, mais je les trouve bien seuls. C'est un peu l'arbre qui cache la forêt à l'heure actuelle en France. Alors il se peut aussi quand même que si on regarde avec un peu de recul, c'est aussi que les autres nations progressent de leur côté quand même. L'athlétisme est universel. Si on fait le décompte statistiquement, il y a une trentaine de nations qui ont une médaille qui est liée à l'athlétisme, etc. C'est très bien parce que ça développe l'université du sport et ça encourage les toutes petites nations à pouvoir développer peut-être l'athlétisme chez eux, etc. Mais chez nous, qui sommes quand même, entre guillemets, une grosse nation, notre système éducatif ne permet pas de découvrir un plus grand nombre de talents. Alors oui, on a quelques finalistes. Oui, alors le beau côté, c'est d'avoir eu nos 4 relais qualifiés en finale. Mais après, pour le top, c'est encore difficile. Donc vous qui êtes un amoureux du sport, j'imagine que vous allez poursuivre votre suivi et donc vous projetez déjà sur Los Angeles 2028. Ah, ça, tout à fait. Si Dieu me prête vie jusque-là. Mais oui, normalement oui. Mon seul vœu, ma seule espérance concernant l'athlétisme, c'est que enfin notre système d'éducation nationale redéveloppe le sport à l'école. Merci pour ce beau message. Restons de toute façon enthousiastes et optimistes. C'est quand même mieux que de voir toujours le tableau noir, comme on dit. Merci beaucoup Pierre et bonne continuation à vous et puis continuez à faire du sport. Je vous en prie Laurent, un grand merci à vous. Merci Pierre et on va retrouver maintenant Fabien Soussirac qui est le directeur du Golf Club de Toulouse, passionné lui-même de Jeux Olympiques et qui va nous raconter lui aussi comment il a perçu ces Jeux. Ouais, écoute Laurent, merci de me laisser la parole. Écoute, comme tous les Français, je pensais 15 jours de fierté, la fierté d'avoir pu prouver que l'on a organisé tous ces événements là avec beaucoup de réussite en fait de la cérémonie d'ouverture qui était grandiose dans la ville de Paris jusqu'à cette cérémonie de clôture et une Olympiade record aussi sportivement puisque je pense que
c'était l'Olympiade sur laquelle la France a eu le plus de médailles d'or, avec des médailles attendues, des belles surprises. Donc voilà, beaucoup de fierté d'être français quand on a pu voir cette quinzaine d'Olympiades sur les écrans. Alors, j'ai envie de dire, est-ce que tu as un événement plus marquant que d'autres avant qu'on passe sur le golf qui t'a, toi, personnellement touché? En qualité de Toulousain, on passe forcément à Antoine Dupont, à Léon Marchand. Antoine Dupont qui était en quête de cette médaille, là, qui avec son équipe de rugby à 7 est allé la chercher. Léon Marchand qui a survolé le plateau et la concurrence. Mais celle que je retiens presque la plus, moi, c'est l'Olympiade de Manodou, en fait, de Florent Manodou, qui son rôle là, de porte-drapeau qui lui collait à la peau merveilleusement bien, qui a obtenu cette médaille de bronze comme c'était un gamin qui gagnait son tout premier titre. Et cette médaille de bronze ensuite par équipe, franchement, il fait des courses fantastiques, beaucoup d'émotions. Moi, ça m'a, autre que le golf, c'est vraiment cette épreuve-là de la natation qui m'a transcendé. Alors, automatiquement, maintenant, on va parler aux spécialistes de golf que tu es sur un parcours français connu qui est un superbe site. Qu'est-ce qui s'est passé pour nos golfeurs? Comment on peut expliquer un petit peu le fait qu'on n'ait pas réussi à approcher au plus près, à l'exception d'un qui a fini 4e, si je ne me trompe pas. Ouais, alors c'est l'exception, c'est le sport, hein, c'est le golf, c'est-à-dire que pas d'être numéro 1 sur les temps de l'année, comme ça peut être dans d'autres sportives, individuelles en tout cas, pour faire figure de favori. On voit que c'est un sport où on peut se préparer autant qu'on veut, on peut connaître le parcours au mieux qu'on puisse. On a beau recueillir beaucoup d'indicateurs positifs, mais c'est pas pour autant que on va performer. Et pour autant, les Français ont performé, puisque Céline Boutier fait quand même le meilleur score de la première journée. En ouverture du tournoi, elle était en tête avec un score de -7. Victor Pérez fait -8 le dernier jour avec une remontada exceptionnelle. Il termine à la 4e place, à un petit coup du podium. C'est vrai que le record du parcours est à -9. Il a été également réalisé, donc co-réalisé par Scotty Scheffler qui gagne le tournoi. Alors dans le golf masculin, on a un leader, Scotty Scheffler, qui marche dans les pas d'un Tiger à l'époque. On a l'impression que chaque fois qu'il décide de gagner un tournoi, il va arriver à réussir à l'emporter. Et puis on a un petit peu la même chose chez les filles avec Lydie Diaco, et Lydie Diaco est une exceptionnelle championne. Céline Boutier aurait pu tirer son épingle du jeu, elle l'a montré sur la première journée. Malheureusement, et c'est le golf, c'est le plus compliqué, c'est ça, c'est d'arriver à être régulier sur un parcours qui est hyper exigeant. Le parcours du golf national, on se rend pas compte, mais voilà, la Ryder Cup en 2018 était un événement phare, et on a pu s'apercevoir que le parcours était très compliqué. Et là encore, ça joue bas, ça joue -16 chez les garçons notamment, mais il a fallu aller chercher. Il y a eu des surprises, il y a eu des bogeys, il y a eu des doubles bogeys. Donc voilà, le parcours est exigeant. Je suis pas forcément d'accord en disant que c'est une Olympiade ratée. C'est sûr que 4e pied du podium pour Victor Pérez, c'est un petit peu frustrant. Mathieu Pavon, lui, est passé un peu plus à côté, et c'est dommage. C'est très compliqué d'être régulier dans le golf, c'est quasiment impossible. Justement, j'avais envie de te poser quand même la question que j'ai posée l'autre jour à un de tes collègues que tu connais bien, Didier Don, qui lui est dans la préparation mentale. Est-ce qu'il n'y a pas un petit quelque chose en moins chez nous, les Français, pour aller chercher, pour pas s'écrouler sur le dernier tour, sur la dernière journée? C'est un petit peu la question qu'on peut se poser vu de l'extérieur. Le problème du golf, c'est que quand tu dois faire ton retard sur la dernière partie, sur le 4e tour, tu vas chercher un petit peu plus. Quand tu n'es pas leader au début, tu vas chercher à faire des birdies, tu prends un petit peu plus de risques, tu sors un petit peu de la zone, et quand tu sors de la zone, forcément, tu fais un petit peu d'erreur. Là, pour le coup, Pérez, il a été plutôt bon, même voire très très bon sur le dernier tour, un petit peu décomplexé, où il fait -8, c'est énorme, hein, -8 sur le parcours du national, c'est une performance qui est vraiment exceptionnelle. Je pense que voilà, ce qui est le plus frustrant en fin de compte pour le golf français, c'est pas tant les résultats, c'est le fait de se dire qu'on avait l'occasion d'avoir un de nos sportifs, Céline, Mathieu, Victor, peut-être Perrine, un petit peu plus compliqué, mais voilà, on en avait un des trois qui pouvait aller chercher une médaille, minimum, peut-être même un titre, ça aurait été possible, et ça aurait permis de mettre en avant un petit peu plus le golf et notre discipline, notamment sur les canaux médias, le média public, on va dire, voilà. Comme ça, c'est que partie remise, parce que l'épreuve de golf national a été une vraie réussite, et il me tarde de voir ce que ça va donner dans 4 ans aux États-Unis, et je pense que nos Français auront une vraie chance. Donc, comme tu dis, rendez-vous à Los Angeles. Alors, en tout cas, bon, le parcours a été vu, les gens peuvent suivre quand même à la télé, en espérant que ça donnera envie aux gens de pas s'arrêter uniquement, comme on dit, au résultat, mais de regarder un petit peu en dehors de ça ce qui s'est passé, et d'attirer un peu les gens sur les greens, comme on dit au niveau du golf. Merci beaucoup Fabien pour cette petite intervention. Écoute, toi, tu sais que tu es le bienvenu dans l'émission quand tu veux. Tu as envie de nous faire passer des messages, l'antenne est ouverte, et on sera très heureux de te recevoir à nouveau. Merci pour tout, et puis à très bientôt. Merci Laurent, merci à toi, merci à tous. Voilà pour ces témoignages, merci à tous, et je rends l'antenne. Pauline, à toi. Oui, merci beaucoup Laurent, on se retrouve dans un court instant après la mi-temps pour la deuxième mi-temps de Et si on parlait de sport avec nos consultants spécialistes de sport Brigitte Linder et Bernard Pujol. Et si on parlait de sport ?
Mi-temps. Passionné de sport, vous souhaitez participer à son développement sur le territoire de la Haute-Garonne? Alors ne cherchez plus. Le comité départemental olympique et sportif de la Haute-Garonne est là pour vous. Notre passion commune, l'excellence sportive et l'olympisme. Le CDOS 31 accompagne les comités départementaux et les clubs dans leur développement. Par des formations adaptées aux bénévoles et salariés pour développer leurs compétences, par l'organisation de multiples manifestations sportives dans lesquelles vous pouvez être intégré, à travers la mise à disposition de volontaires en service civique. Alors contactez le comité départemental olympique et sportif de la Haute-Garonne dès maintenant par mail contact@cdos31.org ou au 05 62 24 19 02. Ensemble, faisons briller la Haute-Garonne à travers le sport. Et si on parlait de sport, deuxième mi-temps. Retour dans l'émission, et si on parlait de sport avec nos consultants spécialistes de sport, Brigitte Linder, présidente du comité départemental olympique et sportif de Haute-Garonne, et Bernard Pujol, membre du comité directeur de rugby de Haute-Garonne et vice-président délégué du CDOS 31. Alors, dans cette deuxième mi-temps, on va faire un tour d'horizon sur les athlètes occitans qui ont participé aux Jeux olympiques de Paris 2024 et ont connu des fortunes diverses. On va commencer, Laurent, avec le rugby à 7 féminin. Voilà, je pense que l'idée aussi, c'était de mettre en avant tous ceux qui ont participé. Il n'y a pas que ceux qui ont des médailles. Et ça nous paraissait important de parler un petit peu de tous ceux qui ont travaillé, qui ont eu beaucoup d'efforts à s'entraîner toutes ces années pour accéder déjà à se qualifier, c'était important. Ils n'ont pas forcément performé, mais déjà la performance d'être aux Jeux Olympiques, c'en est une. Et ça nous paraissait important. Avec Pauline, on avait réfléchi à ça et de pouvoir faire un petit tour d'horizon. Et on est très content d'avoir nos spécialistes avec nous. Alors, bien évidemment, je me tourne vers toi, Bernard, parce qu'on va parler rugby féminin. Pour nous, on s'attendait quand même, on va le dire, à une médaille d'or. On croyait qu'on avait une équipe qui était faite pour ça. Et malheureusement, il y avait donc Carla Neysen, Lily Dezou et Yann Johnson. Ces deux dernières sont du Stade Toulousain d'Haute-Garonne et Carla Neysen est de Blagnac Rugby. Performance qui a été pas à la hauteur de ce qu'on s'attendait finalement. C'est un fait. Elles étaient quasi favorites pour comparer avec les garçons, et c'est pas simple quand on est favori de gagner et de devoir gagner. Elles n'ont pas trouvé, elles ont bien joué, elles ont bien pratiqué, mais elles n'ont pas trouvé la mesure pour aller au plus haut de cette médaille d'or. C'est regrettable, elles en sont certainement déçues, mais le travail est là et l'équipe est jeune et ça en appelle de bons moments et de belles performances. Mais c'est à noter et c'est regrettable. On le rappelle, elles ont été éliminées en quart de finale face au Canada 14-19. Il me semble. Oui, c'est presque 14-18. Et alors après, le Canada, la particularité du 7, effectivement, et la beauté du 7, qui effectivement a redoublé d'audience. Et tout le monde, on s'aperçoit que sur la nappe monde, beaucoup de pays, comparativement à la culture du 15, s'inscrivent. On parle du Canada rugby, et oui, beaucoup de nations, on découvrira, et se donnent les moyens de performer dans ce jeu qu'est le 7, et qui a vraiment plu aux yeux de tout le monde entier. On va désormais passer au tir au pistolet avec Clément Bessaguet qui fait partie du club Société de tir de Montpellier dans l'Hérault. Alors Clément Bessaguet était le numéro 1 mondial et il est âgé de 33 ans. Continue de chercher son premier titre olympique. Il termine les qualifications à la 7e place malheureusement, identique à son classement à Tokyo en 2021. Il y a aussi Florian Fouquet au pistolet qui fait partie du tir sportif de Fenouillet en Haute-Garonne. Le seul français en lice dans l'épreuve du tir au pistolet à air comprimé 10 mètres et Florian Fouquet n'a pas réussi à passer non plus les qualifications. Vous avez peut-être un commentaire sur ces deux sportifs? Moi, ce que je dirais... Alors déjà, je voudrais revenir sur le rugby à 7. Et je vois que mon voisin a un sourire parce qu'il doit penser à la personne que je vais citer. Je pense toujours à notre cher ami Bernard Lapassé parce que c'est quand même grâce à lui si le rugby à 7 a pris sa place dans nos championnats mondiaux. Et c'est vrai que c'est une discipline tellement physique. C'est extraordinaire. Et c'est vrai ce que tu dis. Je pense qu'au niveau mondial, il va y avoir beaucoup de développement. Alors, pour revenir à nos tireurs sportifs, moi j'estime, et je te rejoins tout à fait dans ce que tu disais tout à l'heure, c'est que
quelque part, c'est déjà beau d'avoir passé des sélections, même si on les a pas passées, mais déjà arriver à être convoqué pour des sélections. Et puis, quand on a la chance d'arriver jusqu'au JO, je dis c'est déjà une belle médaille. Parce que ce sont des sports individuels et comme on en parlait en off tout à l'heure, il y a quand même ce problème de stress, c'est tellement précis, c'est la petite chose. Demain, c'est pas hier c'est pas demain. Voilà. Donc, je crois que on va quand même bien les féliciter, tous ces sportifs. Ils reviendront dans quelques temps. On va passer rapidement sur le tennis parce que nous avions un représentant qui est Fabien Reboul, le Stade Toulousain Haute-Garonne. Alors lui, il s'est qualifié un petit peu au dernier moment et malheureusement, il déclare forfait à cause d'un problème au poignet. Il n'a pas pu disputer du tout la compétition. Il a été remplacé par Gaël Monfils. Voilà, donc on lui souhaite que ça aille mieux, mais il a été jusque-là et il n'a pas pu disputer la compétition. Les aléas du sportif. On peut saluer la famille Reboul qui effectivement est un grand nom du tennis occitan, haut-garonnais et toulousain. Tout à fait. Quelques mots désormais de skateboard avec la skateuse leucatoise Louise Aina Taboulé qui a seulement 15 ans. Et oui. Elle est surnommée Nana, elle est championne de France. Malheureusement, elle a chuté sur ses 3 runs et n'a pas réussi à se qualifier pour la finale de l'épreuve de parc aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Alors là, moi, j'étais étonnée de la voir parce qu'elle a gardé quand même sa jeunesse, sa jovialité, l'innocence de ses 15 ans. Et je pense que dans les prochaines années, il faudra vraiment compter avec elle. De ce skateboard, on change complètement de sport. On revient au sport collectif avec le handball. Vous avez tous noté notre équipe de France. On s'attendait à des résultats. Rémi Desbonnets, qui est de Montpellier Hérault, Karl Conan, Yanis Lenné et Valentin Porte, tous de Montpellier Hérault. On va dire que ça a quand même été la désillusion totale. Une équipe peut-être en fin de course. Voilà, donc un petit peu déçu par rapport à ça. On vous donnera la parole par la suite. On continue pour faire la liste de tous nos sports peut-être. Oui, on va continuer avec la natation. Donc on a eu pas mal de médailles, mais il y a d'autres nageurs, notamment Antoine Viquerin, qui fait partie des Dauphins du Touet, qui a fait le 4 x 100 mètres 4 nages. Guillaume Gutt, pareil, les Dauphins du Touet, qui a fait le 400 mètres nage libre. Marina Gel de Canet-en-Roussillon et Asia Toiti qui ont fait le 4 x 200 mètres. Alors il faut savoir que les 2 filles, Marina et Asia, ont représenté l'équipe de France aux Jeux Olympiques dans l'épreuve du relais 4 x 200 mètres. Les Bleus ont été éliminés en terminant à la 7e place, ne se qualifiant pas pour la finale. Il y a aussi David Aubry de Montpellier Méditerranée Métropole UC Natation. Le nageur français a conclu sa compétition aux Jeux 2024 en terminant à la 5e place en finale du 800 mètres nage libre. Pauline Mailleux de Canet 66 Natation dans les Pyrénées-Orientales qui a été éliminée en demi-finale du 200 mètres d'eau aux Jeux de Paris avec le 11e temps de qualification. Et enfin, toujours en natation, il y a Océane Cassignol qui est originaire de Béziers dans l'Hérault. Et après un effort intense, la Française Océane Cassignol a terminé à la 7e place du marathon du 10 km de nage en eau libre. De la natation, on passe à l'athlétisme où là aussi, ça a été quand même assez compliqué pour nos équipes de France. Mais on avait, nous, des représentantes avec Hilary Kapska qui est de Balma, à côté d'ici, en Haute-Garonne, qui a été éliminée en finale de l'épreuve de saut en longueur. Son aventure s'est achevée parce qu'elle n'a pas pu dépasser les 6 mètres 56 qui étaient requis pour aller en finale. Il y avait aussi Benjamin Robert qui est de Satuc Toulouse Athlétisme Haute-Garonne, vice-champion d'Europe en salle 2023, qui n'a pas réussi à atteindre les demi-finales du 800 mètres lors des Jeux Olympiques. Grosse déception aussi pour lui. Il y avait aussi Jean-Marc Pontviane du Creps Montpellier Hérault qui a connu une immense déception en échouant de peu pour se qualifier dans la finale du triple saut. Et enfin Mélodie Julien qui est association multisport Montre-Donnaise dans le Tarn, qui était en tête du marathon tout au début, qui a fait de gros efforts avant de s'effondrer et de terminer à la 74e place avec un temps de 2h42 minutes et 32 secondes. Peut-être est-ce que vous avez un commentaire sur ces différents sportifs, que ce soit le hand, la natation ou l'athlétisme? Brigitte, je t'en prie. Non, je disais le hand, ça s'est tenu à un point d'après mes souvenirs. Donc... Ah oui, c'était extrêmement serré. Ils sont inclinés 35-34 après prolongation face à l'Allemagne. Prolongation, ils nous ont fait quand même transpirer nos joueurs. Mais je trouve que même si, comme on vient de le dire, on l'a redit, je le redirai, mais franchement, moi, chapeau bas, messieurs et mesdames et messieurs. Parce que c'est quand même des beaux résultats. Voilà. Et nous avait trop bien habitués, même mais si effectivement on s'y habitue aisément. Et sur le hand masculin, on le disait dernièrement, on a eu 20 ans transportés par des personnes emblématiques, charismatiques, où le hand, sous la houlette de notre ami Onesta, était un sport émergent. Il y avait une folie, il y avait une dépense d'énergie, et elle a un peu manqué.
je dois dire, j'ai souffert. Je n'ai pas retrouvé cette folie qui a fait de nous les meilleurs. Mais ils vont bien travailler parce qu'on a le potentiel. Alors, ils mettent fin à une série de 3 médailles d'or et 1 médaille d'argent lors des 4 derniers Jeux Olympiques. Et là, ça se joue à une passe. Quand tu vois que il reste 6 secondes. Ah oui. 6 secondes. Franchement. Et on n'arrive pas à imaginer comment c'est possible de perdre un ballon alors qu'il reste 6 secondes. Voilà. Ça, je pense que le pauvre joueur qui a raté cette passe, on va dire, ça doit être très lourd à porter pour lui, même si c'est pas de sa faute. C'est un ensemble. Mais quand même, psychologiquement, il faut travailler ça maintenant. Mais ce qu'il y a aussi, je crois qu'il faut qu'on retienne, et tu viens de le dire, c'est que au niveau, je crois, international, mondial, le niveau a énormément monté dans beaucoup de disciplines. On était l'équipe à abattre. Mais bien sûr. On était les premiums, mais bon, il fallait s'attendre, quand on voit les Chinois, même dans d'autres disciplines des collectifs, toutes ces civilisations qui arrivent là, je trouve ça extraordinaire. Et c'est sûr qu'à Los Angeles, on aura sûrement quelques surprises. Alors, la liaison, j'ai envie de la faire sur le sport quand même phare de ces Jeux Olympiques, qui chez nous n'a pas vraiment donné ce qu'on attendait avec l'athlétisme. Ah ben oui, c'est pas d'aujourd'hui. Hein. Effectivement, on se rend compte au nombre de médailles et à la beauté de ces Jeux et des performances françaises et occitanes, puisque c'est de ça qu'on parle aujourd'hui, en éclairage. L'athlète, effectivement, n'arrive pas à trouver ces grands leaders, n'arrive pas à construire ces grands champions d'exception qu'il faut. Il faut ces grandes locomotives, ces grands champions emblématiques pour tirer l'ensemble, pour ouvrir la porte. Parce que c'est tellement difficile, tu l'as dit Brigitte, l'athlète c'est horrible, c'est très difficile. Ah oui. Et c'est une déception. Je crois que le score est là. On ne peut pas. Mais ne pas les accabler parce que ça bosse, c'est jeune et il faut vite se préparer pour Los Angeles. On n'a pas de temps à perdre. C'est ce que j'allais te dire, Bernard, c'est qu'on a quand même vu de belles choses. C'est-à-dire qu'il y a une équipe jeune qui arrive. Alors, ils sont aux portes de ces podiums. Ils sont pas loin. Voilà, on a eu beaucoup de ce qu'on appellerait de médailles en chocolat. Même si on aime le chocolat, quelque part, on préfère avoir un petit peu au-dessus. Et on peut noter que dans les 4 qui nous représentaient, ils étaient pas loin quand même d'aller chercher un peu plus. Donc je crois qu'il faut garder ça en tête, il faut espérer. Et puis j'ai envie de faire un petit message, moi, à l'éducation nationale. Remettez-nous l'athlétisme au centre, comme on dit, l'église au centre du village, avec des épreuves d'athlétisme dans l'entraînement. Apprenez à nos jeunes à refaire ce qu'on faisait. Et je veux pas jouer les anciens, mais ce fameux brevet populaire où on avait nos petits cartons, on apprenait à faire les 100 mètres, les 1500 mètres et tout. C'était une base extraordinaire. C'est la base de tous les sports. Et ça, voilà, c'est un petit clin d'œil que je voulais faire, mais je pense qu'on en a besoin de remettre ça dans les écoles. Arrêtons de faire jouer à plein d'autres choses alors qu'il y a des fondamentaux qui sont importants et pour le mental, mais aussi pour le corps des jeunes. Voilà. Ce message est évident. Le sport, maintenant reconnu sport santé, et ça a été de haute lutte, Brigitte peut en témoigner. Oui, on va pas faire c'était mieux avant, mais on faisait du sport, on choisissait nos sports, on faisait du poids, on faisait du 60, on faisait des trucs, et on choisissait nos sports. Et quoi qu'il en soit, on nous apprenait l'éducatif et la santé. Et oui, ce message est important. On va pas revendiquer, mais il faut qu'on le dise fort parce que il y a de grands débats, mais il faut le faire. Il faut que nos jeunes s'aèrent et fassent du sport, qu'on leur laisse ces créneaux au sein de nos écoles. On en appelle à tout le monde. On va désormais passer au canoë-kayak avec Boris Neveu, qui fait partie de l'amicale laïque de canoë-kayak de Bagnères de Bigorre dans les Hautes-Pyrénées. Alors Boris Neveu n'a pas réussi à se qualifier pour les demi-finales du kayak cross, malgré son statut de favori et sa position de 3e mondial dans la discipline. Le kayakiste français, qui avait pourtant pris un bon départ, n'a pas su concrétiser sa course au bassin de Vers-sur-Marne en Seine-et-Marne. Et du canoë-kayak, on va changer de parcours, on va dire, on va aller sur le golf. Un superbe parcours de golf national français où notre Victor Pérez, qui a réalisé une excellente performance lors de la journée de golf devant une foule enthousiaste. Ils n'avaient pas l'habitude d'avoir autant de monde autour de ça. Partant de la 13e place, il a terminé à la 4e position, ce qui est une belle performance. Alors que de l'autre côté, ça a été plus délicat pour son collègue qui n'est pas de la région, mais qui est Pavon, qui lui n'a pas su s'est écroulé complètement dans cette compétition-là. Mais il fallait souligner quand même le parcours de Victor Pérez sur ce golf national. Pavon n'est pas de la région, mais soyons occitans. Le Pavon, l'excellent joueur de football, a longtemps porté, soutenu et embelli les couleurs du TFC. Bonjour à la famille Pavon.
Il y a aussi en gymnastique Justine Lavitte qui fait partie de la GRS Odos dans les Hautes-Pyrénées. Pour la deuxième fois dans l'histoire, les Françaises se sont qualifiées pour la finale de l'épreuve. L'équipe de France, dont faisait partie Justine, a terminé à la 6e place. Et alors on avait à la suite de ça, il y avait le beach volley avec, nous avions des participants avec Alexia Richard, beach volley toulousain Haute-Garonne. Cette paire, le beach volley se joue en paire. Elle était associée à Lézana Placette. C'est les seuls qui étaient encore en lice au tournoi de beach volley qui a été éliminé en barrage face à des japonaises. Une petite déception là aussi. L'entraîneur, le manager que vous avez écouté la semaine dernière nous a expliqué un peu pourquoi. Il y avait aussi Julien Linel de volley héros et Rémi Bassereau, Spacers de Toulouse Haute-Garonne. Tous les deux ont été éliminés en phase préliminaire après avoir perdu contre les Australiens. Des commentaires sur ces sportifs, que ce soit le beach volley, la gymnastique, le golf ou le canoë-kayak? Le beach, c'est très beau, c'est esthétique, c'est des sports que on n'y croyait pas. Revue d'effectifs, on diminue les effectifs, mais c'est pas possible, comment se fait-il? C'est magnifique. Bon, là aussi, on est bien placé puisque l'équipe de France Espoir de beach siège au Crêpes de Toulouse et ils font un excellent boulot. Et le beach prend beaucoup d'importance et de dimension, et sur toutes les plages et de plus en plus, tous ces sports de sable reprennent leur place et leur droit, et il faut les encourager, quelle que soit la forme du ballon, quelle que soit la hauteur du filet. J'ai un petit clin d'œil parce que très populaire. Je pense aussi que le site est superbe. Je sais que Pauline a passé du temps là-bas, quand Brigitte était allée voir. Oui. Parlons aussi de ce cadre qui était magique. Je pense que ça a aussi un peu tétanisé. Je voulais qu'on parle un petit peu de ça quand même. Ce côté public extraordinaire et en même temps peut-être un peu paralysant pour nos athlètes. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais je pense quand même sur les plages, il y a du monde. Hein. Oui, mais là, il y a du bruit. Là, t'avais un. Oui, mais non, c'est vrai. Non, mais le cadre en lui-même était impressionnant, je pense, pour des jeunes. Mais c'est impressionnant, mais ça, on le voit pour beaucoup d'athlètes. C'est vrai qu'il y a et ça, Bernard le disait tout à l'heure, il y en a qui ont l'habitude d'avoir du public autour d'eux, de s'entraîner avec du public. Mais il y a certains sports où, en fait, il n'y a rien. C'est le grand silence. Et puis, du jour au lendemain, se retrouver exposé. En plus de ça, bon, Pauline peut le dire, moi j'étais à Paris, c'est que c'est extraordinaire cette ambiance. Dans les stades, dans les plus petits espaces, moi je vois au breakdance, mais c'était la folie. Alors effectivement, ça peut très bien déstabiliser certaines personnes. La difficulté, et le hand à Villeneuve-d'Ascq l'a vécu. J'ai un ami qui est manager de hand sur la région de Narbonne et qui a vécu, qui était 27 000 spectateurs. Mais oui, donc vous imaginez un peu. Par moment ou à un moment donné, tout s'agite et tu sors un peu du match, alors 1 millième de seconde. Peut-être est-ce ça? Faut-il apprendre à s'entraîner avec des sonos, des bruits, des pétards? Et on t'envoie la Marseillaise. C'était assez extraordinaire. Et puis en plus de ça, il y a quand même, il faut savoir dans ces jeux, il y a quand même, c'est ça, il y a la communication. Alors, ça revient à ce que tu disais, entre les joueurs, les joueuses. Et comment voulez-vous? Elles peuvent pas communiquer entre elles sur les passes, ce qu'elles doivent faire, parce que de toute façon, elles peuvent le faire, elles n'entendront rien. Il y a tellement, mais c'est vraiment un brouhaha énorme. Tu peux pas donner de conseils. Je sais pas comment ils font, hein, même. Alors Pauline, qui était sur les bords de terrain, il devait faire très chaud puisqu'elle nous est. Vous ne le voyez pas, chers auditeurs, mais vous pouvez me croire, elle est d'un hâle remarquable et son sourire n'a pas perdu. Il y avait du bruit sur le bord, Pauline. Au beach volley, c'était. Ouais, enfin, moi, c'était une discipline que je connaissais pas forcément, et franchement, l'ambiance, c'est quelque chose de fou. Puis il y avait un DJ qui mettait davantage d'ambiance. Donc, non, franchement, c'était. Il mettait le feu, comme on dit. C'est ça. Non, franchement, c'était vraiment incroyable. Puis que ce soit dans les sites ou hors des sites, moi, c'est ce que je disais dans l'émission la semaine dernière, c'est que les Parisiens étaient partis de Paris, on s'est retrouvés à Paris avec que des passionnés de sport qui sont venus voir les Jeux. Et alors, l'ambiance était extraordinaire parce que ce soit dans la rue ou dans le métro, les gens étaient sur leur téléphone en train de suivre les différentes épreuves. Donc, en vrai, il y avait une ambiance extraordinaire. Pas d'agressivité. Pas du tout. Ah, ça alors, c'était extraordinaire. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait une communion avec le public et puis même entre le public et les athlètes. Mais c'est vrai, pour revenir à ces sports collectifs où tu dois communiquer pour le hand, pour le volley, ça doit être très difficile quand tu as le beach volley aussi, quand tu as des hurlements, mais de soutien quelque part. Mais tu peux pas communiquer avec la personne à côté. Alors quand tu veux lui dire, tiens, je te la passe, tu me la passes, eh ben, tu l'entends pas. Il y a que les yeux pour parler.
Moi, je reviendrai pour un peu conclure cette partie-là, quand même, sur un spectacle qui m'a plu. J'ai vraiment voulu regarder. On a parlé de la gym, malheureusement, notre gymnastique artistique n'a pas fonctionné, mais la gym, ce qu'on appelle l'ancienne GRS, ce qu'on appelle la gym aujourd'hui, j'ai oublié le terme. Rythmique, voilà, qui était sublime. Notre équipe de France a fini 6e, mais dans un parcours très joli, très, très beau. J'ai trouvé qu'il faut les encourager, parce Absolument. que franchement, quelque part, il y a des nations qui sont très douées dans ce domaine-là. On a vu les Allemandes extraordinaires. Là, franchement, j'ai découvert un peu cette discipline-là. Je tenais à faire un petit clin d'œil à ce sport-là, parce qu'il y a du travail derrière tout ça. Et bravo aux entraîneurs, et je sais que c'est du boulot. Voilà, c'est un petit éclairage que je voulais faire sur la gymnastique. Ouais, la précision surtout est remarquable dans cette discipline. Oui, tout à fait. Voilà, je rappelle que c'est donc cette discipline, il y a des objets, hein, il y a des ballons, il y a des cerceaux, il y a qu'est-ce qu'il y a d'autre encore, il y a des rubans foulards. Voilà. Et ils sont capables en équipe, c'était extraordinaire parce qu'il y a une chronologie fantastique, ça retombe pile poil au même endroit. Enfin, c'était vraiment coordination artistique extraordinaire. Ça ressemble dans la beauté et la précision. On en a parlé, mais on a parlé de tout depuis autant de temps. À la gym aquatique, au collectif, au ballet. La natation artistique. C'est d'une précision. La natation synchronisée. Et notre équipe de France a aussi très bien figuré. C'est pas évident. Pas évident, non. Non, c'est super. Et comme on vient de l'évoquer, à l'issue des Jeux Olympiques de Paris, l'Occitanie repart avec un total de 22 médailles, 8 en or, 8 d'argent et 6 de bronze, comme on vous l'a évoqué. La région a été particulièrement brillante grâce aux performances remarquables de ses athlètes. Ces succès témoignent de l'excellence sportive de la région et de sa contribution majeure aux Jeux. Eh bien, merci à tous pour vos interventions, votre analyse dans cette émission. Et si on parlait de sport, ce fut un plaisir d'échanger avec vous deux sur ces Jeux Olympiques, un événement qui restera, je l'imagine, dans les mémoires de nombreuses générations. Mais avant de passer par les prolongations, nous allons vous proposer de faire un saut de quelques jours pour nous mettre dans l'ambiance des Jeux paralympiques, car oui, ce n'est pas fini, les Jeux continuent, avec une chronique spéciale que nous a concoctée Pauline Gaston-Canduc avec son compère Bernard Pujol. Ils vont vous raconter la suite et la présentation des Jeux paralympiques dans quelques instants. Et retour dans l'émission Et si on parlait de sport avec une chronique spéciale Jeux paralympiques de Paris 2024. Après les Jeux olympiques qu'on a tous vécu, les Jeux paralympiques arrivent, ils sont déroulés du 28 août au 8 septembre. Les compétitions auront lieu sur les mêmes sites que ceux utilisés pour les Jeux olympiques, ou à peu près, où des milliers de médaillés paralympiques seront décernés. Et oui, effectivement, dans quelques jours, les tout premiers Jeux paralympiques d'été organisés en France s'ouvriront à Paris. La plupart des compétitions auront lieu dans des sites déjà utilisés, comme tu viens de le dire, Laurent, lors des Jeux Olympiques qui viennent de se terminer. Sur les 35 sites utilisés pour les épreuves olympiques, 18 seront réutilisés entre le 28 août et le 8 septembre prochain. De nombreux stades olympiques vivront ainsi une seconde vie, tandis que Clichy-sous-Bois accueillera les épreuves de paracyclisme sur route et que La Courneuve sera le point de départ des paramarathons, dont l'arrivée se fera aux Invalides. Oui, mais des sites merveilleux qui se perpétuent sur le lieu des exploits de Léon Marchand pendant les Jeux Olympiques récents de Paris 2024 et des phases finales de water-polo. La Paris Défense Arena conservera sa piscine de 50 mètres pour la transition vers les Jeux paralympiques. Cette piscine accueillera les épreuves de paranatation où 141 médailles d'or seront en jeu lors de cette compétition phare du paralympisme. Par ailleurs, plusieurs sites emblématiques des Jeux Olympiques seront réutilisés pour les compétitions paralympiques, à commencer par le Grand Palais qui accueillera l'escrime en fauteuil et le para-taekwondo. Le stade Roland-Garros, lui, accueillera le tennis fauteuil et le pont Alexandre III, le paratriathlon. L'aréna Champ de Mars sera dédiée au para-judo et au rugby fauteuil, tandis que les Invalides accueilleront le para-tir à l'arc. Le stade Tour Eiffel servira pour le cécifoot après que le sable du volley-ball de plage aura été remplacé par un plancher. Et le château de Versailles abritera le para-équitation. Le Stade de France, lui, le para-athlétisme et l'aréna Bercy, le basket-ball fauteuil. Quand on revisite, Pauline, tous ces sites-là, on a toutes les images des Jeux récents. Exactement. Et on s'y est habitué, donc on va s'y replonger. Et c'est un émerveillement et une grande récompense pour nos amis paralympiques. Alors, en parallèle, le volley-ball assis se déroulera à l'Arena Paris-Nord, tandis que le para-canoë et le para-aviron auront lieu au stade nautique de Veyre-sur-Marne. L'Arena Porte de la Chapelle accueillera le para-badminton et la para-haltérophilie, tandis que l'Arena Paris-Sud sera le site des compétitions de boccia,
de goalball, de paratennis de table. Le paracyclisme sur piste se tiendra au Vélodrome national de l'Éternel Saint-Quentin à Yvelines. Les seules épreuves organisées en dehors de la région parisienne seront à Châteauroux, où se déroulera le para-tir sportif. Et enfin, pour conclure ces lieux de compétition, le parc urbain de la place de la Concorde utilisé pendant les Jeux Olympiques est en cours de transformation pour accueillir la cérémonie d'ouverture des Jeux Paralympiques de Paris 2024 prévue pour le 28 août prochain. Paris repousse les limites en réinventant la cérémonie d'ouverture en dehors du cadre traditionnel d'un stade comme ils l'ont fait pour les Jeux Olympiques. Le 28 août prochain au soir, la place de la Concorde et les Champs-Élysées deviendront le cadre spectaculaire de cette célébration inédite au cœur de la ville. Ce projet novateur est magnifique et dirigé par Thomas Joly, qu'on a fait connaissance de ce jeune homme, et tant par sa jeunesse que pour son talent, il nous a étonnés. Il a été flegmatique, il a été profond, il a suivi tout ça, et il a pris un plaisir énorme. Ça a été vraiment merveilleux. C'est le directeur artistique des cérémonies qui débuteront par une parade populaire sur l'emblématique avenue des Champs-Élysées, où défileront jusqu'à 184 délégations venues du monde entier. Les spectateurs auront l'occasion unique de partager ce moment festif et inoubliable aux côtés des 6000 athlètes et officiels. Pour les chanceux détenteurs de billets, la parade officielle se poursuivra sur la place de la Concorde, où se dérouleront les séquences protocolaires et artistiques. La cérémonie d'ouverture des Jeux Paralympiques promet ainsi d'être un événement exceptionnel et mémorable pour tous. Faut-il dire et remarquer avec grand plaisir qu'il y aura beaucoup de spectateurs, et c'est très très bien pour ces prochains Jeux Paralympiques. Pour conclure cette chronique, on peut dire qu'à travers ces Jeux et leurs ambitieuses cérémonies d'ouverture au cœur de la ville, Paris 2024 aspire à laisser un héritage durable en transformant la perception du handicap. L'objectif est de contribuer au-delà des Jeux à la construction d'une société et d'un espace public plus inclusif. Nous nous retrouverons les mercredis 28 août, 4 septembre et 11 septembre pour débriefer les Jeux Paralympiques de Paris 2024 comme nous l'avons fait pour les Jeux Olympiques. Ces moments seront l'occasion de revenir sur les temps forts de cette édition unique. Et justement pour faire cette belle transition, l'occasion, Pauline, de recevoir un invité spécial. Exactement, Laurent. Lors de la prolongation, j'ai le plaisir de recevoir Damien Travessé, kiné des équipes de France d'handisport d'escrime. Damien Travessé, bonjour. Bonjour. Alors, tu es kiné des équipes de France d'escrime handisport. Première question, quelle est ton impression générale sur ces Jeux Olympiques ? Alors, les Jeux Olympiques valides, moi j'ai pu les vivre de l'intérieur au Grand Palais, puisque j'ai été missionné par la Fédération internationale pour faire quelques initiations durant la période de l'escrime individuelle et par équipe. Et il n'y a pas de mots pour décrire ça, c'était tout simplement sublime, paradisiaque, voilà, c'était vraiment exceptionnel. Et quel était l'objectif justement de cette initiation ? Alors en fait, le but c'était de faire découvrir l'escrime à un plus grand nombre, de les faire essayer, mais aussi de leur expliquer un petit peu les notions de base de notre discipline, qui est parfois un petit peu complexe à comprendre, surtout quand on n'est pas initié à sa pratique. Alors voilà, le but c'était d'essayer de donner quelques notions pour pouvoir à la fois suivre et en même temps se faire plaisir en pratiquant un petit peu. Et alors, on a eu pas mal de médailles. Quelle est ta réaction suite à la prestation des équipes de France d'escrime, que ce soit les féminines ou les hommes ? Alors au global, c'est vrai que pour ce qui est de l'individuel, c'est franchement incroyable. On a réussi à obtenir de nombreuses médailles, de belles médailles de toutes les couleurs, mais en individuel surtout de l'argent, aussi une en or. On a même eu la possibilité d'assister à un spectacle franco-français en finale. Les deux sabreuses nous ont emmené l'espace d'un instant dans les cieux, une parenthèse vraiment incroyable dans l'escrime et dans l'espace-temps. On a pu assister à un spectacle magique entre ces deux filles qui sont aussi deux amies, c'était tout bonnement incroyable. Et alors on vient de parler des Jeux Olympiques, tu t'apprêtes à te rendre d'ici peu aux Jeux Paralympiques d'escrime, quelles sont tes attentes ? Alors pour les Jeux Paralympiques, j'espère qu'il en sera au moins aussi bien, en espérant malgré tout qu'on puisse avoir un peu plus de médailles au fleuret que ce que ça a été pour les Jeux valides, parce que c'est vrai qu'il nous a manqué quelques médailles pour les valides en fleuret. On est passé pas trop loin, deux Français qui sont arrêtés en quart de finale à une touche seulement des demi-finales, et donc avec de grandes chances de médailles. Pour les Jeux Paralympiques, oui, on espère que ce sera couronné de nombreux succès, que ce soit chez les filles comme chez les garçons et dans toutes les
armes. Il y a beaucoup d'athlètes français qui ont réussi à se sélectionner pour les Jeux paralympiques. Les qualifications sont rudes. Les qualifications étant rudes, on a simplement eu 7 sélectionnés, ce qui est en soi déjà bien. Hein. Le collectif est gros, mais les sélections sont pas faciles. Surtout qu'en plus il y a plusieurs armes auxquelles les différents sportifs vont participer. C'est la grosse différence avec les valides, c'est qu'on va retrouver certaines personnes dans une arme et puis dans l'autre le lendemain, et voire même dans les 3 armes le surlendemain. Donc les qualifications sont pas évidentes. On espère sur les 7 qualifiés, 4 garçons, 3 filles, qu'on puisse avoir de bon nombre de succès. Un grand merci Damien d'avoir donné ton témoignage pour cette émission. Et si on parlait de sport, et bon courage pour les Jeux paralympiques à venir. Un grand plaisir, merci beaucoup à vous de m'avoir accueilli. C'est la fin du match et de cette 62e émission. Retour au vestiaire pour les grands rendez-vous à venir et le programme de la semaine prochaine. Et si on parlait de sport ? Fin du match. Et c'est effectivement la fin du match de cette 62e émission avec les grands rendez-vous de la semaine dans l'agenda des sportifs, semaine du 21 au 28 août. Oui, on va débuter du 17 août au 8 septembre du cyclisme avec le Tour d'Espagne, c'est-à-dire la Vuelta. Et du 18 au 25 août en aviron, ce sont les championnats du monde qui se joueront à Sainte-Catherine, Catherine au Canada. Du 20 août au 25 août, du badminton avec l'Open du Japon femmes à Tokyo et pour les hommes à Yokohama, toujours au Japon. Du 21 au 25 août, à noter le cyclisme sur route avec le Tour d'Allemagne. Du 22 au 25 août, du football féminin avec la Amos Women's French Cup qui aura lieu au Stade Ernest Vallon à Toulouse. Et n'hésitez pas à vous y rendre. Le 22 août, athlétisme avec la Ligue de Diamant, meeting international de Lausanne. Le 23 août, du football avec la Ligue 1, le Paris Saint-Germain reçoit Montpellier et Nice reçoit le TFC. Du 23 au 25 août, on retrouve la Formule 1 en Grand Prix, avec le Grand Prix des Pays-Bas. Le 24 août, du rugby à 7 avec la deuxième étape de l'Inextenso Super 7 qui se déroulera à La Rochelle. Et du 24 au 1er septembre, on retrouve l'escalade avec les championnats d'Europe à Villars en Suisse. Le 25 août de la motocross avec le Grand Prix de Suisse du MX GP à Frauenfeld en Suisse. Et enfin, du 26 au 8 septembre, on repart dans le tennis avec le Grand Chelem de l'US Open. La semaine prochaine, on y retourne en direction Paris et les Jeux paralympiques qui vont prendre le relais du 28 août au 8 septembre. Nous vous proposerons, avec l'aide de nos consultants sportifs, d'analyser, de débriefer, d'aller à la rencontre des champions et championnes d'exception. Les Jeux paralympiques d'été de Paris 2024, les tout premiers organisés en France, se dérouleront en grande majorité dans les lieux déjà utilisés pour les Jeux Olympiques récemment clôturés. Au programme, 22 sports, 23 disciplines, 549 épreuves et 11 jours de compétition dans la capitale et tout autour. Un alléchant menu pour vibrer au gré des performances des champions et championnes et dans la mesure du possible, voir la délégation tricolore empocher le maximum de médailles. Alors si vous avez envie de jouer le match retour, rendez-vous la semaine prochaine. Merci à nos consultants spécialistes de sport, Brigitte Linder et Bernard Pujol, pour votre participation dans l'émission. Et si on parlait de sport, c'est la fin de cette 62e émission spéciale Jeux Olympiques de Et si on parlait de sport. Merci à tous les internautes qui nous suivent de plus en plus nombreux. Continuez à nous écouter, à partager sur les réseaux et vous abonner à notre chaîne YouTube Et si on parlait de sport. Et oui, n'hésitez pas donc à vous abonner et n'hésitez pas non plus à nous contacter si vous avez des informations à nous donner. On est preneurs. Un grand merci bien sûr à nos partenaires, le comité départemental olympique et sportif de Haute-Garonne, ainsi que Profession Sport Animation 31 pour votre contribution précieuse à la réalisation de cette émission. Au magazine Sport Région, l'agence de communication Bellombra, à Dialogue Sport, nos partenaires qui nous accompagnent pour ces émissions spéciales Jeux Olympiques et Paralympiques. Merci à l'équipe technique pour le formidable travail qu'elle réalise chaque semaine pour produire cette émission. À Sébastien Couratin, notre partenaire informatique Saint-Père-Connect pour l'ensemble du suivi réseau informatique, plateforme podcast, site internet et ses conseils avisés. Merci Pauline, journaliste co-animatrice avec moi dans cette émission pour ton aide précieuse à la préparation, à la réalisation de ces émissions. Merci à toi Laurent et nous vous attendons la semaine prochaine pour parler des Jeux paralympiques de Paris 2024. Avec nos consultants, nous plongerons à nouveau de l'ambiance de ces Jeux pour débriefer l'ensemble des résultats et les médailles de nos athlètes. Merci de votre fidélité et rendez-vous pour une nouvelle aventure de Et si on parlait de sport la semaine prochaine.